Bonjour, Bonjour. n- bonjour. Nous démarrons ce webinaire dans le cadre de la Commission sur la condition de la femme et nous accueillons les participantes et les participants. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous accueillons les participants et les participantes. Vous pouvez écouter ce webinaire en français ou en anglais en cliquant sur la petite planète et en sélectionnant français C'est ou français. anglais. Bienvenue aux participantes et participants à ce webinaire. Nous allons commencer dans quelques minutes. Bonjour, bienvenue. Ah oui, tout le monde est connecté avec le lien de Caroline. C'est pas possible. C'est quoi ça? En fait, je ne sais pas. Il semble que toutes les fenêtres s'appellent Caroline. Bienvenue à ce webinaire. Nous accueillons les participants et participantes. Théophile, merci. Vous faites l'interprétation en langue des signes américaine pratiquée au Togo et au Bénin. Nous vous remercions et je vous demande si vous pouvez couper votre micro, Théophile, ou remonter le petit micro que vous avez sur votre casque à défaut. Cela devrait suffire. Alors, nous avons 43 déjà personnes, 50. Donc, nous allons pouvoir commencer. Et je vais céder la parole et lancer le Facebook Live et céder la parole à Maxence. À toi. Merci beaucoup, Sophie. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue.
On va laisser le temps aux autres participants et participantes de continuer à nous rejoindre pendant cette petite introduction. Donc, bienvenue sur cet événement parallèle qui a pour titre « Briser les barrières, l'accès aux services pour les femmes handicapées en Afrique de l'Ouest ». Donc, nous sommes ensemble pendant 1 heure environ. Nous aurons 5 interventions pendant les 45 premières minutes, puis une quinzaine ou une dizaine de minutes de questions-réponses avec l'audience. Bienvenue, je vois que d'autres participants continuent à nous rejoindre. Et je tiens à préciser et à saluer la toute première intervention de 2 de nos panélistes aujourd'hui, parce que nous pensons qu'il est nécessaire d'entendre de nouvelles voix, de nouvelles perspectives. Et donc, on vous remercie par avance pour votre bienveillance. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer les interventions. Et nous allons commencer par Kouna Gueye, qui est notre première intervenante. Donc, Kouna est notre chère collègue, chargée de projet Making It Work Sénégal et spécialiste des questions d'intersectionnalité. Sociologue de formation, diplômée de l'Université Saint-Louis, Kouna est également une militante associative et syndicale très engagée, notamment sur les questions de gouvernance, de lutte contre les violences et de participation active des femmes et des filles sénégalaises au processus de développement. Bienvenue Kouna, et je te laisse introduire cette session, s'il te plaît, en nous présentant en quelques mots quel est le travail de Making It Work, particulièrement en Afrique de l'Ouest, s'il te plaît. À toi Kouna. Merci beaucoup, Anne-Constance. Donc, ravie d'être parmi vous. Le projet Making It Work, c'est un projet de Humanité et Inclusion, HI, qui vise à éliminer les violences et les discriminations basées sur le genre faites aux femmes et filles handicapées. Donc, c'est à travers une approche intersectionnelle et féministe que nous accompagnons, que nous collaborons avec ces organisations partenaires-là en leur fournissant un soutien technique et financier pour leur permettre d'aborder des questions en lien avec les enjeux de participation, de leadership des femmes et filles handicapées, d'accès à des services inclusifs, notamment les services de prise en charge des violences basées sur le genre, mais aussi l'accès aux services, l'accès à la justice pour les femmes et filles handicapées survivantes de violences. Donc, c'est là à peu près tout le travail de Making It Work que nous faisons en Afrique. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de compter dans notre réseau 17 organisations partenaires dans 10 pays d'Afrique. Et en Afrique de l'Ouest, notamment, nous travaillons avec le Sénégal, le Togo et le Bénin, avec des organisations féministes collaborant avec des femmes et filles handicapées et des organisations de personnes handicapées dirigées par des femmes. Merci beaucoup, Kouna, pour cette introduction. Pourrais-tu maintenant nous évoquer les principaux défis en matière d'accès à la justice pour les femmes et les filles handicapées? Et vous savez que l'accès à la justice est fondamental pour lutter contre les atteintes aux droits humains, mais aussi pour défendre et protéger les femmes et filles handicapées. Donc, les femmes et filles handicapées, qui aujourd'hui représentent 1/5 de la population féminine mondiale. Excuse-moi, Kouna, pour des questions d'interprétation, on a besoin que le rythme soit un petit peu plus lent. D'accord. S'il te plaît, merci d'avance. D'accord. Merci. Donc, je disais que les femmes et filles handicapées représentent 1/5 de la population féminine mondiale, mais malgré ça, elles sont confrontées à d'importants obstacles pour l'accès à la justice, en raison de discriminations multiples, mais aussi de discriminations croisées, fondées essentiellement à la fois sur leur genre, leur handicap, leur âge, le statut socio-économique, le milieu géographique et j'en passe. Et pour parler des défis, donc déjà, on note des taux alarmants de déclaration à l'état civil pour les enfants handicapés, notamment les filles. À ces défis-là, il y a aussi les barrières d'accessibilité du système judiciaire, mais aussi l'absence d'aménagement raisonnable tout au long de la procédure judiciaire. Mais nous ajouterons aussi d'autres défis qui peut-être peuvent paraître plus graves,
c'est des traitements injustes que les femmes et filles handicapées subissent quand elles veulent accéder aux services juridiques. Mais encore, il y a la mise en doute de la crédibilité de leurs paroles, qu'elles soient des plaignantes, des témoins, des défendeuses, etc. Donc, qu'elles soient défendeuses. Donc, à ce aussi l'ineffectivité de l'application des lois. On a beaucoup de lois, beaucoup de dispositifs, beaucoup de mécanismes, mais qui ne sont pas effectifs parce que l'application fait défaut. Mais on va ajouter aussi un autre défi qui est très important, c'est les systèmes de justice coutumière qui sont peu propices aux droits des femmes et des filles handicapées. L'année dernière, à la CSW67, il y avait une de nos partenaires, Awasiri Touré, qui parlait des défis, l'accès à la justice pour les femmes handicapées en milieu rural, qui ignorent les intérêts des survivantes de violences, soit qui reposant plus sur des médiations, des négociations entre les familles au détriment des survivantes. Donc tout cela, tous ces défis non pris en charge contribuent à un climat d'impunité pour les auteurs de violences à l'encontre des femmes et filles handicapées, notamment en Afrique de l'Ouest et particulièrement dans les zones rurales. Merci, Kouna. On aimerait également connaître, s'il te plaît, quelles sont les principales stratégies pour renforcer cet accès à la justice et lutter contre ces barrières sur un rythme tranquille. Merci. D'accord, donc excusez-moi, c'était voilà, les va-et-vient, l'installation. Donc nous travaillons avec un réseau important d'organisations de partenaires pour accroître, multiplier l'impact de leurs actions, de leurs interventions. Dans ce cadre, nos partenaires, les partenaires de Making It Work, s'attaquent déjà à divers obstacles à l'accès à la justice pour les femmes handicapées survivantes de violences. Donc, parmi ces actions, il y a les actions de sensibilisation aux droits humains, droits des femmes et filles handicapées qui sont souvent portées par ces organisations partenaires-là sur le terrain. À cela aussi, beaucoup d'activités qui visent à promouvoir l'alphabétisme juridique pour les femmes et filles handicapées afin de leur permettre de mieux connaître leurs droits et les mécanismes qui sont mis en place pour les protéger quand on parle d'accès à la justice. Mais aussi, il y a des actions de plaidoyer, bien sûr, qui sont portées par ces organisations-là pour une effectivité des droits, des lois, des mécanismes juridiques en faveur des femmes et filles handicapées. À cela aussi s'ajoutent d'autres activités qui promeuvent ou bien permettent d'améliorer l'accès aux services juridiques au niveau communautaire. C'est tout le travail qui est en train d'être fait avec les boutiques de droit, les maisons de justice, si on prend bien sûr l'exemple du Sénégal. Donc, les organisations partenaires avec lesquelles nous travaillons aussi, et peut-être d'autres aussi dirigées par des femmes handicapées, travaillent beaucoup à promouvoir l'enregistrement légal des enfants, particulièrement des filles, dès leur naissance. Et même d'autres activités parallèles, et celles qui n'ont pas pu bénéficier de cet enregistrement à leur naissance. Toujours dans le cadre de ce partenariat, beaucoup d'organisations aujourd'hui se sont positionnées dans la prise en charge et le suivi des cas de violence basés sur le genre et en collaboration avec d'autres structures, services juridiques communautaires, elles font ce qu'on appelle le référencement, l'orientation vers ces structures de prise en charge. Et dans le cadre de notre partenariat dans le projet Making It Work, parfois aussi, des fonds sont mis en place pour appuyer la prise en charge juridique des survivantes handicapées de violences basées sur le genre. À cela s'ajoute tout le travail que nous avons commencé à faire depuis 2023 aux côtés de ces organisations partenaires-là pour améliorer l'accès à la justice pour les femmes et filles handicapées survivantes de violences basées sur le genre. Et aujourd'hui, 3 priorités sont devant nous. D'abord, renforcer l'accessibilité des structures judiciaires en augmentant la connaissance des personnels judiciaires sur l'accès à la justice pour les femmes handicapées. Donc, Kouna, pardon, je me permets, c'est Sophie, ma chère Kouna, bien-aimée, de t'interrompre pour te demander de respirer et de ralentir. Monsieur Théophile Ekpe, qui nous fait le plaisir de faire les sous-titres, la langue des signes, sera heureux. Et nous sommes en direct également sur Facebook Live, où sur Facebook, vous avez les sous-titres en français
Donc, nous avons besoin, ma chère Kuna, que tu ralentisses. D'accord. Nous t'entendrons et nous comprendrons encore mieux tes belles paroles. Merci à toi. D'accord. Donc, je disais que depuis 2023, nous avons commencé à collaborer avec nos organisations partenaires en Afrique de l'Ouest particulièrement pour travailler sur 3 leviers principaux. D'abord, renforcer l'accessibilité des structures judiciaires en augmentant la connaissance judiciaire sur la prise en charge, l'accès à la justice des femmes et filles handicapées. Deuxièmement aussi, nous travaillons à augmenter les connaissances des femmes handicapées pour qu'elles puissent mieux connaître leurs droits, mais aussi acquérir des connaissances communes aux enjeux liés à l'accès à la justice, notamment pour les femmes et filles handicapées survivantes de violences basées sur le genre. Dans le cadre de notre travail aussi, nous nous engageons à une documentation de bonnes pratiques en matière d'amélioration de l'accès à la justice à travers à travers des exemples pratiques. Nous allons produire un document qui va permettre d'éclairer, d'inspirer et d'orienter même d'autres organisations de femmes qui sont désireuses de travailler sur le même sujet qu'on est en train de débattre, c'est-à-dire l'accès à la justice pour les femmes et filles survivantes de VBG. Merci Kuna pour cette introduction. Est-ce que tu peux rapidement et en résumé, s'il te plaît, nous dire quelle serait la recommandation principale que tu souhaites aujourd'hui partager? La recommandation principale ou les recommandations, bon, d'abord, je vais faire une interpellation pour les bailleurs, les organisations, les partenaires techniques et financiers. Aujourd'hui, il y a des organisations de la société civile qui sont dirigées par les femmes, en particulier les organisations de personnes handicapées, dirigées par des femmes qui sont au devant de la scène, qui vraiment se sont positionnées dans la lutte contre les violences basées sur le genre, la promotion des droits des femmes et des filles handicapées, entre autres. Mais ces organisations-là disposent de très peu de ressources, surtout quand elles décident vraiment de s'attaquer aux enjeux, au système patriarcal bien ancré qui sont mis en place, que ce soit au sein de leur propre OPH, au sein des mouvements féministes ou bien dans la société de manière générale. Et lorsqu'elles portent le drapeau pour vraiment défendre ou bien essayer de faire progresser les droits des femmes et filles handicapées, elles se heurtent à un mur qui est notamment le manque de financement. Donc, nous ne pouvons qu'appeler les bailleurs, les organisations internationales à financer davantage les organisations de féministes qui collaborent avec des femmes handicapées, mais aussi des organisations de personnes handicapées dirigées par des femmes. Et je terminerai une dernière interpellation à l'endroit des États. Désolée, Kuna, Okay, désolée de t'interrompre. On va s'arrêter pour l'instant à cette recommandation, quitte à approfondir dans un second temps s'il y a des questions. Et je vais désormais passer la parole, après t'avoir remercié très chaleureusement pour ton intervention. Je vais passer la parole à Dagué Gaïdier, qui est présidente nationale du Comité des femmes de la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées. Enseignante de formation, elle a occupé plusieurs postes à responsabilité, dont celui de chef de la division réadaptation médico-sociale au sein du ministère de la Santé et de l'Action sociale au Sénégal. Pionnière et militante, elle a reçu plusieurs distinctions internationales et nationales et nous sommes extrêmement ravis de vous accueillir aujourd'hui. Pour finir, femme handicapée elle-même, elle a développé la portée des actions du Comité des femmes en créant des partenariats fructueux avec divers partenaires techniques et financiers, ainsi qu'avec des partenaires nationaux, des OSC et les autorités sénégalaises. Chère Madame Dié, la parole est à vous. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous dire d'abord quel est le travail du Comité des femmes? La parole est à vous en activant votre micro.
Alors, je vous laisse activer votre micro, s'il vous plaît. Tout en bas à gauche, parfait, c'est tout bon. Merci beaucoup, Sophie. Le Comité des femmes est une association de femmes handicapées née en Il faut, excusez-moi, Madame Dieye, il faut parler beaucoup plus près du micro ou parler plus fort, s'il vous plaît. Merci bien. Parfait. Je me fais entendre. Le Comité des femmes est une association de femmes handicapées née en 1999 au sein de la FEDAP. Reconnue comme entité autonome et légale depuis le 28 septembre 2021, nous comptons aujourd'hui 28 sections de femmes handicapées dans leur diversité. Sa mission est d'améliorer les conditions de vie de ses membres, leur autonomisation, le respect de leurs droits, leur accès aux instances de décision dans un monde solidaire et inclusif où les violences à leur égard sont éliminées. Nous visons également le renforcement du statut des femmes handicapées. Merci pour cette introduction. Et maintenant, compte tenu de votre expérience de travail avec et pour les femmes et filles handicapées du Sénégal, pourriez-vous nous parler des principaux défis auxquels ces dernières sont confrontées, ainsi que mettre en lumière les principaux succès dans ce contexte? Merci. Des études et enquêtes menées par le Comité des femmes montrent que les femmes handicapées font face à plusieurs défis en ce qui concerne l'accès aux services essentiels tels que nous avons l'état civil, les structures de santé de la reproduction, les services et mesures de protection sociale. Par rapport à l'accès à l'état civil, nous avons les préjugés et stéréotypes pour une fille handicapée de disposer d'un acte d'état civil. En plus des difficultés d'accès à l'éducation, beaucoup de femmes handicapées sans carte d'identité peinent à bénéficier de certains mécanismes de protection sociale, notamment la gratuité de la césarienne ou d'autres filets sociaux. L'accessibilité des structures tant sur le plan physique, géographique et ou socio-économique, les procédures administratives méconnues, les campagnes communautaires de déclaration à l'état civil sont organisées parfois dans des lieux éloignés des populations rurales. Il y a également l'impact de certaines lois discriminatoires du Code de la famille, de certains articles discriminatoires du Code de la famille sénégalaise qui les exposent au VGB, refus de paternité et interdiction également de la recherche de paternité. Par rapport au succès, donc le Comité des femmes fait beaucoup de sensibilisation au niveau des femmes handicapées, mais également au niveau des parents d'enfants handicapés sur l'importance de l'état civil. Nous faisons également beaucoup de plaidoyer auprès des autorités judiciaires surtout pour faciliter l'organisation de campagnes d'inscription sur le registre d'état civil. Nous avons aussi un autre défi qui est l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive. Et à ce niveau, une étude nationale menée en 2020 sur les normes et discours repenser le handicap et qui a ciblé 820 personnes handicapées. Également, des enquêtes menées en 2023 ciblant 76 femmes handicapées, 76 femmes et jeunes filles handicapées des 4 départements de Dakar et 27 structures sanitaires avec bien sûr l'accompagnement de International Budget Partnership. Ces études et enquêtes ont confirmé les difficultés des femmes handicapées en matière d'accès aux services de santé de la reproduction. Donc, il y a les barrières, l'ignorance des droits en matière d'accès à la santé. Il y a également le coût des soins. L'accès aux services est également entravé par les difficultés d'ordre communicationnel pour nos sœurs sourdes. Il y a également le cas des femmes atteintes d'albinisme. C'est dans ce cadre-là aussi que nous avons cherché des actions porteuses de changement. Donc, nous faisons beaucoup de plaidoyer pour vraiment l'accès et l'inclusion des femmes
des besoins des femmes handicapées en matière de SR. Nous avons formé 30 acteurs de la santé sur les besoins spécifiques des femmes handicapées en SR. Formé également des élus locaux, 20 élus locaux sur les besoins spécifiques des femmes handicapées en SR et surtout sur la prise en compte de leurs besoins dans les budgets locaux. Nous avons aussi élaboré un important outil diagnostic des barrières d'accès aux structures de services de santé sexuelle et reproductive pour les filles et femmes handicapées. Nous avons également aussi enrôlé 150 femmes handicapées dans la couverture maladie universelle. Merci beaucoup, chère Madame Dieye, pour ces exemples d'actions porteuses de changement. Comme je vois qu'il vous reste 1 minute seulement, est-ce que vous pourriez nous dire maintenant une des principales recommandations que le comité des femmes souhaite partager avec nous aujourd'hui, s'il vous plaît? C'est ça, je vais donner une recommandation par rapport à l'État, qui s'adresse à l'État. Inclure un module sur le handicap dans le curriculum de formation des acteurs de la santé. Par rapport aux collectivités locales, je vais donner le fait d'élaborer des budgets sensibles au handicap et aux gens. Donc, par rapport aux partenaires techniques et financiers, l'accompagnement technique et financier du comité des femmes à travers le plaidoyer et la sensibilisation pour l'effectivité des droits des femmes et filles handicapées dans toute leur diversité. Merci, chère Madame Dieye, pour cette intervention et une mise en contexte des réalités sénégalaises quant à l'accès à l'état civil pour les femmes et les filles handicapées. Nous allons désormais écouter Hermione Maroufou de l'ONG DEJI. Hermione, est-ce que tu peux activer ton micro, s'il te plaît, et nous faire signe depuis le Bénin? Bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, je te laisse activer également la caméra. Bonsoir Hermione, bienvenue. Merci Hermione pour ta présence aujourd'hui. Donc Hermione, tu es la présidente et cofondatrice de l'ONG DEJI, basée au Bénin. Entrepreneuse et femme handicapée, tu fais tienne la devise « Plus rien pour nous sans nous » et tu es une fervente défenseur de la participation des femmes handicapées à la vie économique de leur communauté, de leur pays. Hermione, tu as su convaincre aux côtés des autres cofondatrices et cofondateurs de l'ONG DEJI, une des plus importantes institutions de microfinance au Bénin, de vous appuyer financièrement et de façon répétée dans le développement de votre coopérative de production et de vos entreprises respectives. Bienvenue Hermione, et tu vas nous parler aujourd'hui de l'inclusion financière et de l'autonomisation économique des femmes. Pour commencer, quel est ton point de vue, s'il te plaît, sur cette autonomisation économique si importante pour les femmes handicapées au Bénin? Merci beaucoup, Assance. Quand vous pensez femmes handicapées, est-ce que vous pensez femmes entrepreneuses? Non. Pourtant, les femmes handicapées au Bénin et ailleurs n'ont pas attendu la fin des préjugés et des discriminations. Elles sont aussi des entrepreneuses et des agents de changement. Elles doivent être reconnues et doivent accéder de manière équitable aux opportunités de création et de développement de leur entreprise ainsi qu'aux opportunités de crédit et d'investissement. L'autonomisation économique des femmes handicapées est un droit et une nécessité. Elle réduit les risques de violence et accroît leur résilience, leur participation, leur inclusion sociale et économique. L'ONG DEJI, depuis 10 ans, contribue
à défricher le long chemin de l'autonomisation et de l'inclusion financière pour les femmes handicapées en agissant sur 3 volets. Les filles et les femmes handicapées ayant moins accès à l'éducation et à la formation professionnelle, cela entrave leurs possibilités d'autonomisation économique et leur capacité à faire valoir leurs droits à des choix autonomes sur leur activité économique et la gestion de leurs ressources. Les programmes de formation en AGR et en développement d'entreprise doivent donc donner la priorité aux femmes handicapées les plus marginalisées et se rendre accessibles. Ces dernières doivent aussi pouvoir bénéficier d'un accompagnement pour lever les autres barrières, par exemple en termes de confiance en soi et de leadership. Nous formons et accompagnons chaque année des dizaines de femmes et insistons sur le fait que ces accompagnements ne doivent pas les infantiliser, ne doivent pas restreindre leur ambition et doivent leur permettre de choisir parmi les secteurs d'activité variés. L'inclusivité Merci beaucoup. Merci Hermione. Effectivement, pour votre première stratégie, qui est la formation et l'accompagnement global des femmes handicapées, c'est important de redire que les femmes handicapées ne peuvent pas être cantonnées seulement à la couture, par exemple. En ce qui concerne votre deuxième stratégie, qui consiste à travailler avec les institutions de microfinance pour rendre leurs services plus inclusifs, peux-tu, s'il te plaît, nous en dire un peu plus? Les services des dispositifs publics des microcrédits sont prévus pour les pauvres tels que le dispositif Alafia au Bénin avec des taux d'intérêt avantageux et des systèmes dématérialisés de transfert d'argent grâce à Mobile Money. En théorie, ils sont donc accessibles, mais en pratique, l'ONGDJ observe que ces pratiques des institutions de microcrédit qui mettent en œuvre des microfinances contribuent encore de barrières importantes pour les femmes handicapées. Pour remédier à cela, les leaders de l'ONGDJ travaillent avec une vingtaine d'institutions de microfinance pour faire évoluer leur regard et leurs pratiques en étant elles-mêmes des entrepreneuses solvables, ayant reçu et en ayant les sensibilisées sur les capacités des femmes handicapées. Les agences des institutions de microfinance sont aussi formées sur l'accessibilité et les droits des personnes handicapées. Outre la barrière de l'accès aux ressources, les femmes handicapées rencontrent de nombreuses barrières pour développer leur entreprise, telles que l'isolement, le manque de soutien, le manque d'accès à l'information et aux opportunités de développer leurs compétences. Pour remédier à cela,
l'ONG décide de créer cette année le premier réseau des femmes entrepreneuses du Bénin. Ce réseau recherche également d'autres partenaires et il souhaite visibiliser les femmes handicapées, entrepreneuses et montrer qu'elles sont capables d'entreprendre. Donner des occasions favorisant des collaborations commerciales, il vise également à renforcer les connaissances juridiques de ses membres sur les modalités de création formelle d'une auto-entreprise. La création de ce réseau est un système positif pour les générations futures. Avant, très peu de femmes handicapées pouvaient se lancer dans l'entrepreneuriat, mais désormais, les plus jeunes pourront mettre les pas dans ceux de leurs aînés. Merci, très chère Hermione, pour cette annonce en exclusivité aujourd'hui de la création par l'ONG-DJ, donc de ce réseau des femmes handicapées entrepreneuses au Bénin. On est très fiers de travailler à vos côtés et de s'allier avec vous sur ce projet qui, nous l'espérons, rencontrera de nombreux autres partenariats. Pour finir, très rapidement, est-ce que tu pourrais nous donner une recommandation, s'il te plaît, sur laquelle l'ONG-DJ souhaite attirer notre attention aujourd'hui? Oui, nous recommandons au gouvernement d'encourager les institutions de microfinance à faire évoluer leurs pratiques pour une meilleure considération et un meilleur accompagnement des femmes handicapées dans leur diversité et en reconnaissant les besoins d'aménagement spécifiques qui peuvent être nécessaires. Merci. Merci beaucoup pour tous ces éclairages, chère Hermione. Et je suis sûre que, comme pour nos panélistes précédentes, nos participants et participants auront à cœur, en fin de session, de te poser des questions sans doute et d'en savoir plus. Je vais maintenant passer la parole à Téné Sebabé. Téné Sebabé est la présidente de l'association de promotion des femmes handicapées du Togo, appelée Aprofeto. Après avoir été d'ailleurs activement impliquée dans l'association depuis 2007. Femme handicapée elle-même, elle a été déléguée aux affaires féminines du conseil d'administration de la Fédération togolaise des associations de personnes handicapées pendant près de 10 ans. Et elle a également été membre du conseil consultatif de Plan International Togo. Aujourd'hui, et depuis plus de 20 ans, elle travaille à la mairie d'une commune dans l'agglomération de Lomé. Chère Téné, nous sommes ravis de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Et est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous parler de l'expérience de l'Aprofeto en matière de prévention des VBG, en activant bien le micro et la caméra? Merci. Merci beaucoup. Alors, on pour la ne parole. t'entend pas. C'est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la parole. Et dans une société où le pouvoir masculin règne en maître absolu, dans une société où on a imposé le silence aux femmes, dans une société où la victime devient la coupable, dans une société où les femmes handicapées sont exclues et sont considérées comme incapables et inférieures, qu'advient-il des femmes et filles
handicapées survivantes de violences. Les stéréotypes sur les femmes handicapées, aggravés par la méconnaissance de leurs droits et le dysfonctionnement des mécanismes de protection des femmes handicapées victimes de violences basées sur le genre, exposent les femmes et les filles handicapées à de multiples violences. Face à cela, Aprofeto a adopté depuis 20 ans une stratégie de renforcement de capacités des femmes et filles handicapées à faire valoir leurs droits et à prévenir les violences basées sur le genre à travers des sensibilisations et des formations. En termes de prévention des violences basées sur le genre par la sensibilisation, Aprofeto a d'abord formé et outillé les pères formatrices. Elles sont les plus à même de transmettre les bons messages et de mobiliser les femmes concernées. Elle a sensibilisé près de 2300 femmes handicapées et mères d'enfants handicapés, membres de l'Aprofeto ou non, sur les violences basées sur le genre et sur les voies de recours. Leur entourage a également été sensibilisé sur ces sujets. Aprofeto a organisé des missions radio communautaires pour sensibiliser le grand public sur les droits des femmes handicapées et la prévention des violences basées sur le genre et leurs conséquences. En termes de prévention par l'autonomisation économique et les formations, nous avons constaté qu'en moyenne, les femmes handicapées sont encore plus précaires que les femmes non handicapées, créant une dépendance difficile à surmonter en cas de violence. Leur autonomisation économique est une des clés de la prévention des violences. Cela diminue leur dépendance et leur isolement et en améliore leur capacité à demander de l'aide. Pour cela, Aprofeto a organisé des ateliers pratiques de fabrication des produits commerciaux, par exemple la fabrication des foyers améliorés. À travers ces formations, elles initient des activités génératrices de revenus. Aprofeto a permis à près de 2300 femmes handicapées et mères d'enfants handicapés de se regrouper en 159 groupes d'épargne et de crédit GEC et leur permet de bénéficier de prêts sans taux d'intérêt. Grâce à l'argent des GEC et l'appui financier de certains partenaires, elles renforcent leurs fonds de commerce, diversifient leur production et leurs marchandises. Les rencontres hebdomadaires des GEC sont des occasions de sensibilisation continue sur les droits, sur les violences basées sur le genre, le leadership et l'estime de soi. Merci, très cher Téné, pour cette mise en contexte par rapport aux violences basées sur le genre et le handicap. Est-ce que tu pourrais également nous partager vos succès les plus récents en matière d'amélioration de l'accès aux services de réponse pour les femmes handicapées survivantes de violences? Merci. Pour contribuer à lever les barrières d'accès à une écoute et un accompagnement en cas de violence basée sur le genre, Aprofeto a établi un partenariat d'accompagnement et de suivi des plaintes avec le groupe de réflexion et d'action Femmes, Démocratie et Développement, GFDD, une organisation de la société civile qui œuvre pour l'égalité de genre et le droit des femmes et des filles. Aprofeto a tout d'abord formé le GFDD sur le handicap et sur les mesures d'accompagnement spécifiques en fonction de chaque type de handicap. Grâce à ce partenariat, les femmes handicapées survivant de violences trouvent de l'aide et justice a été rendue à 25 femmes et filles handicapées. L'un des défis majeurs reste que la plupart des femmes handicapées victimes de violences basées sur le genre ne dénoncent pas
les auteurs par crainte de représailles ou par manque d'aide financière et de centres d'accueil. Merci. Merci à toi, Téné. Et pour conclure, s'il te plaît, pourrais-tu nous présenter quelques-unes des principales perspectives de travail actuelles de l'Aprofeto et ses principales recommandations? Merci beaucoup. Pendant longtemps, des décisions ont été prises pour les femmes handicapées sans elles. Nous disons halte. Personne ne doit plus parler pour nous. Pour ce faire, nous avons pour ambition de participer à la prochaine révision de la stratégie nationale d'égalité et de l'équité du genre de 2019, afin que les besoins spécifiques des femmes handicapées soient pris en compte. Et de participer à la prochaine révision de la stratégie nationale de promotion des personnes handicapées au Togo. Nous recommandons au gouvernement de construire plusieurs centres d'accueil pour les femmes survivantes de violences, accessibles pour les femmes handicapées dans leur diversité et les mères d'enfants handicapés. D'embaucher des femmes handicapées, travailleurs sociaux et écoutantes au sein de ces centres d'écoute. D'associer impérativement les femmes handicapées à l'élaboration des stratégies politiques et plans en lien avec le genre et le handicap au minimum. Nous recommandons aux partenaires techniques et financiers de rendre accessibles les financements pour contribuer à une structuration et au fonctionnement durable des associations des femmes handicapées pour une meilleure défense de nos droits et une meilleure inclusion de nos revendications dans les revendications féminines. Je vous remercie. Nous te remercions également, chère Téné. Un grand bravo pour cette intervention. Nous sommes également très fiers de collaborer avec vous. Et on sait que l'Aprofeto se bat et fait un plaidoyer très performant depuis des années pour pouvoir enfin être impliqué dans les révisions et l'élaboration des plans et des politiques qui concernent le genre et le handicap. Donc, c'est déjà un succès et une victoire à célébrer de savoir que vous allez pouvoir, cette fois, y participer. Bravo encore. Merci, madame. Nous allons maintenant accueillir notre dernière intervenante, et pas des moindres, puisqu'il s'agit de Olga Adjanohoun. Donc, Olga Adjanohoun est la présidente de l'OFAB, l'Organisation des femmes aveugles du Bénin. Enseignante passionnée et passionnante au sein du Centre de promotion sociale des aveugles de Cotonou et engagée. Merci vos micros. Merci. Olga est une grande militante pour les droits des femmes et des filles handicapées. Elle a par exemple fondé il y a 3 ans le club des filles de l'OFAB afin d'assurer une transmission intergénérationnelle active, de former la relève et de renforcer les adolescentes handicapées tout au long de leur cursus scolaire et universitaire. Très chère Olga, en guise d'introduction, pourrais-tu nous en dire davantage, s'il te plaît, sur le phénomène du harcèlement sexuel en milieu scolaire au Bénin, s'il te plaît? Merci Anne-Constance. Parfait. Je dirais pour commencer que l'éducation sans harcèlement sexuel est un droit fondamental pour toutes et pour tous de façon générale, et plus particulièrement pour les filles handicapées. Pourtant, l'UNFPA estime que les filles et jeunes femmes handicapées peuvent être confrontées à 10 fois plus de violences que leurs consoeurs non handicapées. En milieu scolaire, elles sont davantage risquées du fait de leur vulnérabilité perçue ou réelle, du fait que leur corps soit considéré comme un objet,
du fait que la société leur accorde moins de valeur, du fait des barrières communicationnelles entre elles, leur famille, les services d'aide et encore à cause d'un manque d'accès à l'information sur leurs droits. Le harcèlement sexuel en milieu scolaire et les violences sexistes et sexuelles causent de conséquences graves sur les filles et femmes handicapées, sur le plan physique et mental, sur leur développement affectif, sur leur apprentissage et sur les résultats scolaires. La prévention donc du harcèlement sexuel en milieu scolaire permet d'instaurer un environnement éducatif sécurisé, sain et inclusif pour les filles handicapées. Alors justement, face à ce fléau du harcèlement sexuel en milieu scolaire, peux-tu nous donner des exemples de vos stratégies et de vos succès en matière de prévention? Depuis plus de 3 ans, l'OFAB lutte pour la prévention et sur le empowerment des filles handicapées à travers plusieurs stratégies. Nous avons le club des filles, nous avons la sensibilisation du personnel enseignant et du personnel d'encadrement. Nous avons la sensibilisation des services essentiels pour les rendre plus inclusifs. Le club des filles, en réalité, offre la possibilité à ces jeunes filles handicapées de la tranche de 10 à 20 ans d'être des actrices de changement et de réels activistes pour la défense et la protection de leurs droits. Le club des filles est un espace de sonorité et de formation entre pairs. Les filles renforcent ainsi leur leadership, leur confiance en elles. L'OFAB appelle actuellement à la création de clubs massifs dans d'autres structures d'école. L'OFAB a également procédé à la sensibilisation des enseignants et des encadreurs de 3 structures, dont 2 spécialisées. Au cours de cette séance, elle a insisté sur la thématique avec l'aide d'un juriste sur la vulnérabilité, sur la subordination, sur les lois qui protègent les apprenants et sur la notion de vulnérabilité accrue des personnes, des jeunes filles handicapées. Ces sensibilisations ont forcément mobilisé la communauté éducative et a donné lieu à la signature d'une charte de bonne conduite prévue par l'inspection académique et la mise en place d'un point focal. Actuellement, la difficulté liée à tous ces trucs est la non-dénonciation des cas de violence par les filles et femmes handicapées, de peur qu'elles soient davantage risquées et livrées. À l'école, parler reste encore très tard. La difficulté également est que l'écoute et la prise en charge ne suivent pas toujours. Par ailleurs, l'OFAB applaudit le fait que la justice béninoise ait commencé à traiter avec fermeté les cas de violence sur les apprenantes en milieu scolaire. Mais elle regrette que les filles handicapées n'aient pas encore cette force de dénoncer leur cas, d'être les filles handicapées victimes n'aient pas encore l'audace de dénoncer des victimes, tout en considérant que les structures de prise en charge spécialisées sont des couvents et que ces filles handicapées ne peuvent pas être violentées.
Merci, très chère Olga, pour ces exemples de réussite en matière de prévention du harcèlement sexuel à l'école. Pour finir, est-ce que tu pourrais nous donner votre plus importante recommandation? La recommandation que l'OFAB souhaiterait vraiment mettre en lumière aujourd'hui, s'il te plaît. En premier, un changement de culture, de la pratique s'impose à tous et à toutes. Il faut passer de la culture de l'impunité à une culture de tolérance zéro des violences faites aux filles et femmes handicapées. L'OFAB recommande aux partenaires techniques et financiers de développer des programmes de lutte contre les VBG réellement intersectionnels avec et pour les jeunes filles handicapées dans leur diversité. Merci beaucoup, Olga. Excuse-moi, Olga, je suis désolée, je te coupe ici. Même si les recommandations suivantes étaient intéressantes, je n'en doute pas. On va se ménager désormais un petit temps de questions-réponses d'environ 10 minutes. Un très grand merci, Olga, pour ton intervention. Un très grand merci à toutes les autres intervenantes. Et nous laissons la place maintenant aux questions. Alors, merci Anne-Constance. Je vous invite à poser vos questions par écrit dans le chat qui vont nous apparaître et que nous allons relayer rapidement. Voilà, nous avons eu des félicitations. Nous recevons à l'instant des félicitations de notre sœur bien-aimée, Dienaba Diallo, du WILDAF, mais aussi membre évidemment du comité des femmes FESAF du Sénégal pour ce beau travail abattu. Fière de vous, fière d'être des vôtres. Le combat continue. Merci, chère Dienaba. Nous avons également reçu message de Wouroba qui dit bravo nos consoeurs de l'Ouest. Nous souhaitons ce partenariat pour nous, femmes du Nord. J'imagine qu'il s'agit ici du Bénin. Et nous avons également reçu un petit message de Bodja à Moussou. La possibilité de prêt sans intérêt est une réelle avancée qu'il convient de dupliquer partout où besoin se fait sentir. Merci pour ce commentaire. Et Daniel Ngobasson nous dit bonjour, c'est une avancée notable pour le Sénégal. Elle s'exprimait lors de l'intervention de Ndeye la présidente du comité des femmes. Vivement que des actions similaires soient menées au Cameroun. Alors, cher Daniel, nous avons une organisation partenaire au Cameroun, mais cela se situe dans la zone anglophone de votre pays. Nous travaillons avec CBCHS, voilà. Mais effectivement, il y a, j'en suis certaine, des organisations, et je le sais, des organisations de femmes qu'il vous faut investir, si ce n'est pas déjà fait, bien sûr, au Cameroun. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, peut-être pouvons-nous inviter les femmes, nos intervenantes, à donner une autre recommandation. Puisque Olga, chère Olga, bravo et merci, et tu es à côté d'Hermione. J'aimerais juste, est-ce que c'est possible? Merci à vous, c'est Sophie qui est là au micro. Je vous salue, mes sœurs. Bonjour, nous sommes très fiers de vous. Donc, je rappelle que les participants peuvent poser leurs questions par écrit dans le chat, dans la partie Q&R. Voilà, et nous y répondrons. Donc, juste, est-ce qu'un collègue pourrait enlever, si c'est possible, le fond d'écran que nous voyons bien, Olga et Hermione, car le fond d'écran virtuel, pour celles en tout cas qui voient, nous empêche notamment d'admirer la tenue, la tenue de nos chères sœurs et de les voir. Mais ce n'est pas grave, nous nous entendons. Chère Olga, veux-tu nous formuler une recommandation
suivante et ensuite nous demanderons la même chose à Hermione, je pense. Alors, l'OFAB recommande au gouvernement que les femmes handicapées soient directement et effectivement impliquées dans tous les processus de décision, de conception et de suivi des lois, des décrets d'application et des politiques publiques, y compris ceux qui touchent l'éducation et la justice. La prévention du harcèlement sexuel dans nos écoles, dans nos universités, est un devoir collectif. Éduquons donc nos enfants dans un environnement respectueux où chaque fille particulièrement chaque fille handicapée puisse grandir sans crainte et sans entrave. Je vous remercie. Merci, chère Olga. Est-ce que Hermione veut ajouter, si elle le souhaite, chère Hermione? Je le souhaite bien. Et comme recommandation, nous recommandons les femmes handicapées d'avoir confiance en elles-mêmes et de savoir qu'elles sont capables d'entreprendre aujourd'hui et aller vers les institutions de microfinance. Elles auront maintenant l'accès facile au dispositif de microcrédit. Et aussi, nous recommandons au gouvernement d'accompagner les institutions de microfinance et les institutions de microfinance à rendre accessible et facile ces dispositifs qui sont pour toute personne. Donc, de ne pas inclure les femmes handicapées. De ne pas exclure les femmes handicapées, du moins. Merci, chère Hermione. Nous invitons nos participantes à poser leurs questions par écrit. Ainsi, nous pourrons relayer et nous allons couper très prochainement. Voilà. Un nouveau message de Aïssatou Djedjou qui nous dit bonsoir. Toutes mes félicitations, c'est une réussite énorme. Fière de toutes ces valeureuses femmes. Alors, je profite pour dire, j'aime beaucoup ce mot valeureuse parce qu'il y a dedans aussi le courage et la valeur. Je crois que vraiment, c'est bien trouvé. Le développement est possible si les femmes participent activement aux différentes activités. Et voilà ce que nous appelons les femmes actrices de changement. Merci à Aïssatou Djedjou pour ce commentaire. Et nous avons une question de David Adonou qui demande à Hermione. Hermione, pouvez-vous partager avec nous une expérience vécue qui vous a poussé dans le domaine de l'entrepreneuriat malgré votre handicap? Oui, merci, Monsieur David Adonou. Oui, une expérience qui m'a poussée dans le domaine de l'entrepreneuriat est que très peu de femmes sont lancées et sont engagées dans l'entrepreneuriat. Et moi, j'avais vraiment la passion d'entreprendre parce que j'ai suivi la formation en secrétariat standard où je demandais des stages, des bénévolats, je faisais et puis en fin du mois, je ne gagnais pas tout ce que je gagne, je prenais pour prendre le transport et vraiment c'était difficile. Donc de là, j'ai décidé vraiment à entreprendre. Je voyais que lorsque ma grand-mère faisait son commerce et d'autres personnes faisaient le commerce, et ça donnait et elle s'en sortait quand même. Donc, je voyais que au lieu de m'asseoir tranquille ou de
d'être une charge, je peux entreprendre quelque chose et être autonome. Merci pour ce partage, chère Hermione, si tu avais terminé. Voilà. Et nous te voyons mieux, donc c'est en tout cas, nous avons plaisir vraiment à être avec vous. Peut-être une dernière remarque qui nous vient de Hilda Aminata Massakoy, en anglais, que je vais traduire. Elle, elle recommande que des pratiques pédagogiques sensibles au genre, responsives d'ailleurs au genre et inclusives du handicap dans tous les secteurs, dans toutes les institutions puissent être adoptées, et également que toutes les femmes et filles handicapées augmentent leur connaissance que c'est un droit d'accéder aux services dans tous les secteurs. Nous remercions Hilda Aminata Massakoy pour ce commentaire et je fais le lien. Jeudi, à la même heure, nous aurons un nouveau webinaire avec des sœurs de Kenya, Rwanda, notre Dienaba du Sénégal également, et Ruth du Malawi, séminaire qui sera traduit en français également. Et nous y aborderons également la question du financement sensible au genre et inclusif du handicap et les questions d'adaptation au changement climatique par les femmes handicapées qui sont des actrices du changement dans les nouveaux contextes. Avant de rendre la parole à Axence, que je félicite pour l'organisation de ce webinaire au nom de Making It Work, et de saluer nos chères intervenantes, je remercie Caroline pour la traduction en anglais de ce webinaire qui a un petit peu débordé. Et je remercie Théophile Ekpé qui a assuré la traduction en signe et que nous retrouverons jeudi à la même heure. Et si cela vous est plus simple, nous serons également jeudi à la même heure, donc en direct sur Facebook. Facebook Live, ce qui est peut-être un petit peu plus simple. Faites-vous le Facebook Making It Work, CRPD, le logo orange. Je le mets ici dans le lien et vous le trouverez. Axence, un petit mot de conclusion et je remercie toutes nos chères panélistes. Merci Sophie, merci vraiment à toutes nos panélistes du fond du cœur. On est extrêmement fiers de travailler à vos côtés. On espère que vos revendications seront entendues et porteront extrêmement loin. On espère que cette approche féministe intersectionnelle que nous portons à vos côtés sera également de plus en plus appliquée et mise en pratique pour une réelle inclusion et participation de toutes les femmes et filles handicapées dans leur diversité, sans laisser aucune femme et fille handicapée de côté. Donc, merci encore à vous toutes. Merci aux équipes Hachi Togo et Bénin, ainsi qu'au Sénégal pour leur appui logistique. Salutations aux collègues qui étaient avec nous aujourd'hui et à très bientôt. Merci également à Tobias pour son appui, notre collègue au Bénin. Et merci également à notre collègue Tara pour son appui sur la communication. À jeudi, bonne fin de journée à toutes et tous. Merci encore aux participants et participantes.